Louis XIV en Algérie, Gigri 1664. Avant-propos. Louis XIV en Algérie, cela surprendra les Français comme les Algériens qui, dans leur quasi-totalité, ignorent que les armées de Louis XIV, sous les ordres de son cousin le duc de Beaufort, débarquèrent en juillet 1664 dans le petit port kabyle de Gigri. Cette expédition visait à la création d'une base navale française permanente, permettant d'abriter, été comme hiver, une escadre chargée d'assurer la liberté de navigation en Méditerranée. Le jeune souverain pensait ainsi rabattre l'orgueil des pirates barbaresques qui narguaient sa puissance et marquaient le début de son règne par une action d'éclat. Cette première tentative d'implantation française en Afrique du Nord se solda par un échec cuisant. Après 3 mois d'une campagne éprouvante, le corps expéditionnaire, qui avait subi de lourdes pertes, dut rembarquer sous la pression de l'artillerie et des forces turques venues au secours des Berbères. Les Français abandonnaient une grande partie de leurs équipements et la totalité de leur artillerie. 2 siècles plus tard, en 1874, mes arrière-grands-parents s'installaient à Gigli. Les traces de l'expédition française de 1664 y avaient alors presque toutes disparu. Seul le nom de Louis XIV, donné à la place principale de Gigli, et les noms de généraux ou de régiments du roi attribués à des rues de la ville rappelaient cet épisode pourtant significatif de l'histoire du roi Soleil et les relations de la France avec l'Algérie. Le récit coloré qu'Alexandre Dumas avait fait de cette expédition dans Le Vicomte de Bargelonne n'attirait même plus l'attention. Ayant passé une grande partie de ma jeunesse à Gigli, j'ai cherché à en savoir plus sur cette étrange aventure militaire et humaine, oubliée de l'histoire. Ancien marin, je me suis passionné pour cette opération combinée qui impliqua les plus célèbres régiments du roi et la plus grande partie de la flotte française que Mazarin venait de léguer à Colbert dans un état pitoyable. Ayant retrouvé aux archives nationales les dossiers de l'époque, j'ai pu retracer la genèse du projet, faire le récit de l'expédition, exposer les conséquences de son échec et en analyser les multiples causes. Il m'a paru enfin particulièrement intéressant de montrer, à partir de cet exemple, comment l'histoire peut être falsifiée, comment le jeune Louis XIV, ulcéré par l'échec de la première expédition qu'il ait personnellement conçue au début de son règne, étouffa sa défaite et, se montrant meilleur manipulateur que stratège, fabriqua un alibi que, de nos jours encore, les historiens enseignent comme vérité historique. Bernard Bachelot. Première partie. La France et le Maghreb, au début du XVIe siècle jusqu'à la fin de l'année 1661. Grand 1. L'Empire, l'Europe et les barbaresques, de 1504 à 1659. La piraterie en Méditerranée est aussi vieille que l'histoire. Elle est chez Boccace, elle sera chez Cervantes, elle était déjà chez Homère. Remarque Fernand Braudel. Au XIVe et au XVe siècle, en Afrique du Nord, de Gerba au Maroc, les ports formèrent des sortes de républiques organisées pour la course. Au début du XVIe siècle, 2 événements vont provoquer un accroissement considérable de la piraterie dans le bassin occidental de la Méditerranée. L'expulsion des Maures chassés d'Espagne, qui pour capturer des infidèles vont participer activement à la course, et l'arrivée en Afrique du Nord des frères Barberousse. Ces pirates, gréco-turcs originaires de Lesbos, après s'être rendus célèbres dans le bassin oriental de la Méditerranée, décidèrent en effet, en 1504, le transfert de leurs activités dans le bassin occidental. De 1504 à 1510, Harouch, l'aîné des Barberousses, gagna grand prestige parmi les musulmans en courant aux bateaux chrétiens, surtout espagnols, et en passant des milliers de morisques en Berbérie. Dès lors, les aventuriers en quête de butin accoururent par centaines sous ses ordres. Le sultan de Tunis l'autorisa à se ravitailler dans ses ports et lui accorda le gouvernement de l'île de Gerba, qui devint la base de son escadre. Après 2 tentatives infructueuses pour s'emparer de Bougie, occupée par les Espagnols, Harouch
en 1514, conquiert sur les Génois le petit port kabyle de Gijri, qui devient le berceau de la puissance des frères Barberousse. Le début des frères Barberousse en Afrique du Nord. Le 13 septembre 1515, à Marignan, François Ier livre bataille aux Suisses. De l'autre côté de la Méditerranée, le corsaire turc Harouch, l'aîné des frères Barberousse, rentre d'une longue course sur les côtes d'Europe et regagne Gijri, son port d'attache, à l'est d'Alger, à mi-distance entre Bougie et Bonn, sur la côte kabyle. Le dernier rayon du soleil jaillit des monts Babor et embrase le château génois, perché sur la colline qui domine la mer. À ses pieds, la petite cité berbère, faite de misérables gourbis de pierre et de pisé, couvre la totalité d'une presqu'île rocheuse ceinte de remparts. Des terrasses du château, la garnison turque a repéré au large les voiles triangulaires des galères d'Harouch, qui se profilent sur l'horizon où finissent de scintiller les derniers reflets du crépuscule. Des portes de la ville et de celles du château, des collines qui encerclent la baie, les indigènes dévalent vers la crique qui, à l'ouest de la ville, sert de havre à la flotte d'Harouch. Ce petit port naturel, autrefois baptisé Mers Chara par les géographes arabes, est maintenant dénommé Lens aux galères. Poussés par le vent du nord, qui domine à l'approche de l'équinoxe les navires franchissant déjà la passe, ils amènent leurs voiles. Leurs longues rames s'allongent et battent en cadence sur la surface de l'eau. À la proue de la galère amirale montée sur la ramballe, Harouch dirige la manœuvre. De son unique bras, il salue la foule rassemblée sur la plage. Les rames se lèvent. Le sable crisse sous la quille. Le célèbre manchot saute à terre. Il est acclamé par la population. Turcs, Arabes, Kabyles s'y mêlent, car Harouch a su s'attirer sinon la sympathie pour le moins, le respect de tous. Depuis qu'il a pris Gijri aux Génois, il a toujours partagé ses butins avec les populations indigènes, habitants de la ville et des douars environnants. La course dont il revient, probablement une des dernières avant la mauvaise saison, a été fructueuse. Plusieurs navires marchands ont été arraisonnés. Des sacs de blé, de sel, de sucre, d'épices, des futailles de vin, des rouleaux de riches étoffes, des pièces de viande buccanée, des porcelaines et autres bibelots s'entassent sur la plage. C'est la fête. Harouch préside lui-même au partage du butin, où Arabes et Berbères fraternisent avec les Turcs. Entente insolite dans cette région où les conflits sont permanents. Nombreuses sont les tribus de Kabylie qui, profitant des dimensions internes qui déchirent la dynastie des Hafsides, se sont déclarées indépendantes du pouvoir d'Alger. La barbarie est plus que jamais morcelée. Les Berbères belliqueux des montagnes kabyles n'acceptent aucun suzerain. Deux tribus, celle des Beni Abbès et celle des Koukous, sont en lutte permanente pour la suprématie dans la région. Koukou est un repère d'aigles accroché à Djebel Yahya, en Grande Kabylie, à l'est du Djurdjura. Le site n'est accessible que par un seul étroit chemin de montagne, facile à défendre. Le pays est riche en blé, en troupeaux et en chevaux. Les Koukous exploitent les mines de fer locales pour fabriquer leurs outils et des armes. Ils commencent avec les marchands de Marseille à partir de Tangout, un petit port à mi-chemin entre Délices et Bougie. Ils échangent des pots de la cire et du miel contre différents produits européens, notamment le soufre nécessaire à la fabrication de la poudre dont ils sont grands consommateurs. Les Koukous se sont séparés des Beni Abbès de Petite Kabylie, leurs voisins, et ennemis héréditaires que par l'étroite vallée de la Soumam. Cette côte du Maghreb est également peuplée de nombreux Maures qui ont fui l'Espagne, reconquise par Ferdinand le Catholique. Ces Morisques partagent avec Berbères et Arabes leur haine farouche des chrétiens. Les quatre frères Barberousse, Harouch, Khaireddin
Elias et Ishak, sont les fils d'un potier de l'île de Metela, l'antique Lesbos. Ces pirates turcs, particulièrement redoutés, se sont rendus célèbres dans le bassin oriental de la Méditerranée. Dès l'un de ces premiers combats, Elias a été tué. Les autres frères ont progressivement étendu le champ d'action de leur pillage aux côtes d'Italie, puis à l'ensemble du bassin occidental de la Méditerranée. En 1504, Harouj a obtenu du sultan de Tunis l'autorisation de s'installer dans l'île de Djerba, dans le sud tunisien. Khayr el-Din l'y a rejoint, ensemble avec 4 vaisseaux, puis associés aux dizaines de pirates qui sont accourus sous leurs ordres, ils ont écumé les côtes d'Espagne, de Provence et d'Italie, interrompant pratiquement le commerce entre l'Europe et l'Algérie. Le roi d'Espagne, Ferdinand le Catholique, mêlant sa volonté de détruire les refuges des pirates à ses ambitions territoriales, s'est alors engagé dans une politique d'intervention habillée en croisade africaine. En 1505, les Espagnols se sont emparés successivement de Marcel-Kébir et d'Oran, et le 1er janvier 1509, de Bougie, qu'ils ont transformé en une place forte dont il reste de beaux vestiges encore de nos jours. Les Algérois ont dû envoyer des députés à Bougie pour faire acte de soumission au roi catholique et signer une capitulation reconnaissant la suzeraineté de l'Espagne. Les sultans d'Alger et de Tunis, chargés de présents, ont dû se rendre